exposition accidentelle au sang et tout ce qui est liquide biologique. Déjà une petite définition. Ce que sont les accidents d'exposition au sang. Vous entendrez souvent parler d'AES. Donc c'est tout ce qui est contact percutané de sang ou de liquide biologique. Après une effraction cutanée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment contact ou une plaie, d'accord, soit par une piqûre. Alors ce qu'on appelle les aiguilles pleines ou les aiguilles creuses. Pleine, c'est tout ce qui est aiguille à suture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cavité. Les aiguilles creuses, c'est tout ce qui est avec le liquide que l'on peut pousser. D'accord? Blessure, coupure par bistouri, rasoir, tout ce qui est rasoir personnel de du patient. Et aussi, ça, on fait de moins en moins de champs, mais ça peut arriver. Les tubes cassés, les tubes, c'est tout ce qui est les prélèvements sanguins que vous pouvez faire pour le laboratoire. Par contact ou sur une lésion cutanée préexistante, autorisant la pénétration de l'agent infectieux, égratignure et crevasse. Alors souvent avec le manugel ou quand on se lave souvent les mains en hiver, on commence à avoir des crevasses. Donc il faut bien hydrater votre peau parce que si vous faites un soin, ça peut pénétrer. Par projection de sang sur les muqueuses. Alors évidemment, des fois on ne fait pas attention, mais les lunettes ça protège, mais des fois on a la bouche ouverte. Par exemple, quand on travaille en pédiatrie, des fois quand on veut aider un enfant à respirer ou l'aider à manger, et ben ça passe ça. Donc bon appétit. Ah ben oui, ça arrive. Alors, juste pour info, c'est pas moi qui ai fait le PowerPoint, c'est ma collègue. Donc je vais aller un petit peu je vais naviguer. Toute blessure, à partir du moment où il y a contact ou effraction sur la peau, doit être déclarée comme accident du travail et est considérée comme accident du travail. Toute personne susceptible d'être en contact avec un objet vulnérant souillé peut être victime d'un accident d'exposition au sang. Donc tout professionnel peut être dans ce cas. Que ce soit quand vous faites une toilette, que vous faites un change, que vous posez une perfusion, que vous changez une sonde urinaire, une sonde gastrique, n'importe quelle, que ce soit un enfant, un adulte ou une personne âgée. Ou que vous soyez en contact avec un autre collègue, parce que des fois par un geste, vous aidez une collègue et puis elle va vous piquer quand vous retirez un mandrin ou par n'importe quel autre geste. Alors, risque de transmission lié à un accident d'exposition au sang. Alors, les risques les plus importants, on parle de 3 choses les plus importantes. Le HIV, l'hépatite B, l'hépatite C. D'après vous, quel est le facteur le plus important de contamination, en tout cas à l'hôpital? Qui est pour le HIV? Je vais vous demander de lever la main. Ok. L'hépatite B. Ok. L'hépatite C. Ok. Eh bien, bravo ceux qui ont répondu à l'hépatite B. Je ne sais pas si vous applaudissez. Ouais, c'est exactement ça. Et vous savez pourquoi? Il faut se vacciner. Pardon? Il faut se vacciner. Exactement. Donc voilà, le risque de transmission par l'hépatite B, c'est 30%. D'accord? VHC, c'est 3%. VIH, ce n'est que 30%. 0,3%. Pardon. Alors, je vais juste revenir par rapport à la vaccination. Il faut savoir que quand vous êtes rentré à l'IFSI, on vous a demandé de faire vos vaccinations, d'être à jour dans vos vaccinations. Diphtérie, tétanos, poliocoqueluche, on est d'accord. Et hépatite B. Alors, soit un Angérix B20,
Alors, il y a différents vaccins, c'est en fonction des laboratoires. On vous a demandé 3 injections. On est d'accord? Et est-ce qu'après, on vous a demandé de faire une sérologie hépatite B? D'accord. Le résultat pour être immunisé, c'est quoi? C'est combien? Il faut être supérieur ou inférieur à quoi? Supérieur à 10. On est d'accord. Il y a des gens qui, malgré ces 3 injections, ont toujours un résultat inférieur à 10. D'accord. Est-ce qu'on vous a proposé une 4e dose? D'accord. Et après, on vous a fait une sérologie. Vous savez un peu le parcours par rapport à ça? Donc normalement, c'est une injection. Un deuxième, un mois après. 6 mois après, la 3e injection. Si vous n'êtes pas immunisé, on vous refait un vaccin. On vous refait une sérologie 1 mois après. On est d'accord? On peut éventuellement refaire une 5e dose. Mais ce n'est pas une obligation. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne sont absolument pas récepteurs à la vaccination, et particulièrement à la vaccination hépatite B. Ce qui veut dire que lorsque vous travaillez, même si tout le monde doit faire attention, vous, il faut encore faire plus attention, puisque vous êtes susceptible d'attraper l'hépatite B. D'accord? Donc ça ne vous empêche pas de travailler, mais il faut faire hyper attention. Porter des gants et bien évidemment déclarer tout accident d'exposition à tout ce qui est AES et liquide biologique. Parce que vous avez une prise en charge par l'hôpital, si c'est votre employeur ou par un autre employeur. D'accord? Parce que la prise en charge, si vous êtes malade, c'est pas la même. Ok? Les facteurs de risque. Alors, en fonction du type d'exposition, la piqûre profonde avec l'aiguille creuse, l'importance alors l'inoculum viral, c'est le virus en fait, et la virémie du patient source. C'est pour ça que systématiquement, quand vous aurez un contact avec un liquide ou du sang, systématiquement on fait une prise de sang au patient avec son accord et une prise de sang pour vous, pour vérifier ces sérologies. D'accord? Et bien évidemment, facteurs liés aux soignants, s'il a bien porté ce qu'on appelle les EPI, équipement de protection individuelle, les ports de gants, la rapidité des premiers soins juste après le contact. Vous connaissez ce qu'il faut faire ou pas? Oui. C'est-à-dire, d'abord, après. Ouais. Ça dépend, 5 à 10 minutes. Mais surtout ne pas faire saigner. Surtout pas. On est d'accord? La rapidité des premiers soins, c'est ça. Et donc la prise de sang et la rapidité de la mise en place d'un traitement en cas d'un patient HIV. En général, on sait si le patient, s'il est hospitalisé ou s'il a quelque chose. En général, on sait s'il est HIV, on sait sa sérologie hépatite B, ce qui nous permet de mettre en place un traitement pour savoir si il faut que vous, agent, oui. D'accord. J'essaie d'avoir une voix qui porte pourtant. Je vais prendre le micro alors. Est-ce que vous m'entendez? Il faut appuyer sur le... Là? Fallait me le dire. Normalement, j'ai une voix qui porte, mais... Est-ce que vous avez entendu? Peut-être que je vais trop vite aussi. Hein. Oui. La virémie, c'est le contact avec le virus, en fait. C'est virémie, maladie. J'ai plus envie d'être. Donc, la rapidité de la mise en place du traitement préventif. Donc, à partir du moment où on sait que le patient a une séropositivité,
que ce soit HIV ou hépatite B, alors surtout HIV, vous n'avez que la possibilité du HIV positif, on vous met un traitement préventif de 28 jours. Pour le patient? Non, pour vous. C'est vous qui prenez un traitement préventif. Séroconversion, ça vous dit quelque chose la séroconversion? En fait, on vous fait une prise de sang au départ, que ce soit pour votre patient et que ce soit pour vous. D'accord? Une séroconversion, vous allez être suivi pendant 3 mois si votre patient est positif. Vous allez recevoir des ordonnances. Parce que en 3 mois, vous pouvez être malade. Et il faut toujours attendre ce délai de 3 mois pour que votre corps devienne entre guillemets malade. D'accord? Vous êtes d'accord? Je vais être plus basique. Vous avez déjà fait des hémocultures? Donc, en fait, on fait chauffer. C'est-à-dire que vous faites une prise de sang dans des hémocs. Et pour savoir si vous avez un agent infectieux, on le met à chauffer pendant 48 heures dans une étude. Et on regarde si ça pousse ou si ça ne pousse pas. Et en fait, la séroconversion, entre guillemets, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on attend 3 mois pour savoir si vous avez pris la maladie ou pas. Après la prise de sang. C'est très simplifié ce que je vous ai dit. Oui. Quand on sait qu'on va traiter un patient au VIH, c'est à partir de là qu'on va prendre le traitement ou... Oui, à partir du moment où on sait que le patient est VIH, on a un traitement en prévention, systématiquement. C'est une obligation. À prendre dès le départ de la prise en charge. À partir de la prise en charge. Ouais. Quand on sait que le patient est HIV positif, sinon on ne vous donne pas de traitement. C'est seulement si le patient est positif, HIV+. Ça avant qu'il y a le AES. Non. C'est après. À partir du moment où vous avez l'AES, d'accord, si votre patient est HIV positif, vous êtes traité. Si votre patient a toutes ces sérologies négatives, vous ne serez pas traité. Okay. C'est clair? Oui. Oui. Le traitement préventif ne peut pas marcher. Alors, on essaye que ça marche. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, on essaye, on vous donne des molécules qui font que vous ne devriez pas avoir de séroconversion. Mais comme tout traitement, nul ne sait s'il va bien fonctionner. On est d'accord? Parce que ces traitements pour le HIV ont beaucoup d'interactions. Ça donne des effets secondaires qui sont importants. Ça donne de gros troubles épigastriques. Mais mieux vaut peut-être des troubles épigastriques et digestifs que d'attraper un HIV. Oui, je vois. Oui, pardon. Le traitement, il fait combien de jours? 28 jours. Alors, il peut être réduit, et ça, c'est le médecin de la médecine infectieuse qui le réduit à partir du moment où le patient qui est HIV positif, on lui fait aussi des tests pour savoir s'il a une charge virale importante ou pas. Hein, parce qu'il y a des gens qui ont HIV, mais avec une charge virale qu'on ne retrouve pas. C'est-à-dire qu'ils sont porteurs, mais pas malades. C'est toujours la différence. On peut être porteur d'une maladie, mais ne pas être malade actuellement. D'accord? On est tous porteurs de maladies. C'est pas pour ça qu'on est malade. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Les volets sont derrière vous dans le... Madame, c'est derrière vous. C'est derrière vous. Ouvrez le store. Non, mais ça devrait... Je vais le décaler. On voit quoi en fait? Le soleil. Ah, le soleil. Alors, vous m'avez dit où le store? On va ouvrir là. Là? Le premier. Celui-là? Voilà, celui-là. Désolée pour cette interruption momentanée de votre programme.
C'est bon. Je vais le baisser un tout petit peu pour mon corps. C'est mieux comme ça? Alors, circonstances des survenues des accidents d'exposition au sang. Elles sont différentes en fonction des catégories professionnelles. Et il existe des risques spécifiques à chaque fonction. Alors, que vous soyez aide-soignante, infirmier, chirurgien, c'est ce qu'on appelle les catégories professionnelles, et les fonctions aussi. Voilà. On va dire que l'infirmière aura plus de risques de se piquer qu'une aide-soignante. Quoique. Parce que souvent, les aides-soignantes se piquent parce que l'infirmière a oublié de ranger correctement son matériel. Voilà. Donc, attention. Et il ne faut pas oublier aussi ce qu'on appelle les AEQ à l'hôpital, les agents de plateau, ou les agents qui font le ménage. Parce que souvent, elles se piquent ou elles se coupent avec des lames, des cuteurs, ou ce qu'on appelle les AGT. Vous savez, les hémoglobines test pour les dextro. Enfin, moi j'appelle ça un dextro, mais vous êtes plus ça comme ça parce que c'est une marque. Des tests glycémiques qui restent sur les plateaux, qui se retrouvent dans les lits. Et quand elles font le ménage dans les sacs poubelles, et bien elles se piquent. Donc attention quand vous faites, entre guillemets, quand vous débarrassez. Oui, d'accord. Après, vous C'est de l'autre pouvez côté, face à l'écran. Celui-là? Oui. Vous pouvez appuyer avec vos doigts. c'est parti. Génial. Je suis nulle. J'aille au fond, je peux. Non, même pas. Juste sur le côté. Tu peux être balayé. Je balaye. Là, de l'autre côté. C'est la première fois que je donne, enfin, pas la première fois que je donne un cours, mais voilà. Ça marche, d'habitude, on est deux. Les facteurs favorisants des accidents d'exposition au sang. Bien évidemment, le premier, c'est la fatigue. D'accord? Que ce soit en fin de journée, mais parfois aussi, je dirais, en début de journée. Parce que des fois, si on a fait... Alors, il y a des gens qui font 5 minutes de route, mais il y en a d'autres qui font 45 minutes. D'accord? Donc, plus la charge mentale qu'on peut avoir à la maison, hein, parce qu'on arrive, on se dépêche, hop, et on commence la journée, et ben voilà. Et la fin des séries. Alors, séries de jour comme de nuit, parce qu'on fait des séries aussi de nuit. D'accord? Les situations d'urgence. Ne jamais travailler dans la précipitation. C'est pas moi qui vais vous dire d'où je viens. Rien ne sert de courir. Ça me sert... Pardon? Donc, situation d'urgence, ok? Mieux vaut prendre son temps. De toute façon, c'est le meilleur moyen pour faire des bêtises, de se tromper et évidemment de se piquer. L'agitation du patient. Alors, tous les patients ne sont pas sédatés. Et donc, des fois, c'est un petit peu compliqué, surtout quand c'est une personne qui peut être démente, une personne alcoolisée. Et puis, il y a des gens qui sont complètement réfractaires à tout ce qui est, à ce qu'on les approche. Par exemple, les gens qui travaillent en psychiatrie. Pas forcément, mais voilà, il y a des gens qui ne veulent absolument pas qu'on rentre dans leur cercle. Et dès qu'on les approche, ils se débattent. Surtout si en plus vous venez pour un geste agressif, parce que vous entrez, vous êtes agressif, hein, prise de sang, posez une sonde, je ne sais pas, que ce soit une sonde gastrique, une sonde urinaire, n'importe quoi, ce sont des gestes agressifs par rapport à l'autre. Le premier contact, déjà, c'est de toujours dédramatiser le geste que vous allez faire. Donc, discuter. Alors, l'enfant, comment vous dire? Moi, c'est plus ma spécialité. L'enfant, à partir du moment où vous lui expliquez et que vous expliquez aux parents ce que vous allez faire, parce que les parents, des fois, sont pires que les enfants.
C'est affreux ce que je dis, mais c'est la réalité. Quand moi j'étais aux urgences, les parents disaient, si t'es pas gentil, l'infirmière elle te fait une piqûre. Et bien après vous ramez. Parce que quand vous arrivez et que vous n'avez pas de piqûre, l'enfant ne comprend pas. Puisque les parents disent toujours la vérité. Et vous arrivez avec le petit sirop ou votre pipette de Doliprane, et donc l'enfant il ne comprend pas. D'accord? Donc, toujours dédramatiser et expliquer. Alors, sachant que pour les enfants, tout ce qui est geste maintenant, par exemple, si on doit poser des abords, Calinox, vous connaissez? Ou Méopa. Hein, tout ce qui est Antonox, voilà, hein, pour dédramatiser. Pour les plus petits, on utilise le G30. Hein, puisque le réflexe de succion, ça fait sécréter une hormone qui permet à ce que l'enfant n'ait pas mal. Et au cas échéant, ce qu'on a bien expliqué, on prend, alors je fais un petit cours sur la douleur de l'enfant en même temps. Les parents sont aussi les bienvenus quand on leur a bien expliqué, parce que comme ça, ils sont en contact avec quelqu'un de rassurant, et donc on peut faire le geste qu'on doit faire. La surcharge de travail. Alors évidemment, surcharge de travail, on est toujours débordé. On n'a pas le temps d'être, on n'a pas toujours le temps d'être avec ses patients. On est toujours avec le téléphone, le médecin qui vous appelle, les familles qui veulent quelque chose, les autres patients qui demandent. Donc, eh bien, on est moins attentif, on se dépêche, et c'est là que ça arrive. L'interruption de tâche, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Une sonnette, un téléphone, une entrée qui n'est pas prévue, ou un malade qui fait un malaise. Voilà, tout ça, ça fait partie de tout ce qui est interruption de tâche. Et donc c'est là, parce que votre vigilance est moindre, et c'est là qu'il peut se passer ce genre de choses. D'accord? Des questions? C'est clair? Bon, voyons voir. Je vais reprendre. Programme de prévention par rapport à tout ce que je vous ai dit. La vaccination du personnel soignant. Donc on a parlé tout à l'heure des injections. 3 injections d'hépatite B. Sérologie 1 mois après. 4e dose si non immunisé. Et voire 5e dose. Et ça, c'est fonction du médecin et du service ou là où vous allez travailler aussi. Vous voulez travailler à l'hôpital ou pas? Oui, non. Qui veut oui, qui veut non? Oui pour l'hôpital? Ah ouais, quand même. Et non pour l'hôpital? Non, c'est-à-dire, vous voulez faire quoi? Du libéral, de la clinique, labo? Libéral? Et à l'hôpital, les services qui vous intéresseraient le plus? J'ai pas entendu, excusez-moi. Les services le plus qui vous intéresseraient dans l'hôpital? La chir? D'accord, il y a un peu de tout en fait. Vous n'êtes pas tranquille. Si bien, il faut venir aussi travailler à l'hôpital. Alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le respect des précautions générales d'hygiène. Donc, port des EPI, équipement de protection individuelle, gants, masques, lunettes, pyjama, des tenues de bloc en fait. C'est un pyjama, donc ils vont pas se coucher. Voilà, ça s'appelle des pyjamas. Les bleus ou les verts. Les charlottes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les bonnes chaussures aussi, parce que des fois les cartons, ils peuvent passer à travers la chaussure. Voilà, donc ça c'est vraiment bien se laver les mains avant de faire des soins. Et se sécher les mains si vous devez mettre des gants. Parce que sinon ça colle et dans la précipitation ça colle. Je ne mets pas mes gants et c'est là que se passe ce qui arrive. L'utilisation rationnelle du matériel adapté. Évidemment, si vous prenez un cathlon et que vous ne l'utilisez pas correctement, c'est-à-dire que je le pose à côté
alors que j'ai la boîte jaune, le lacet à côté. Voilà, c'est des petits gestes qui font que il peut y avoir ce genre de problème. Je sais pas quelle heure. J'étais un peu vite. Vous allez avoir un cours beaucoup plus rapide que prévu. Ça vous arrange, hein? C'est que ça se passe bien. Ah oui, ça fait 9h. Mais c'est bien maintenant, ça veut dire on fait finir. L'information et la formation du personnel. Donc, normalement, quand vous êtes en cours, vous avez des TD pour vous montrer la manipulation du matériel. Oui, encore. Ça, c'est prévu. C'est prévu. D'accord. Alors, on va vous montrer des techniques ici. Quand vous allez aller dans les services, des fois on vous dira, nous on fait plus comme ça, plus comme ça. Il faut toujours avoir une faculté d'adaptation par rapport à là où on travaille. Parce que chaque service aussi a son matériel adapté. Vous allez aller chez une personne âgée, quand vous allez poser une sonde gastrique, vous ne la poserez pas de la même façon que sur un patient qui est aux urgences, sur un enfant. Donc, chaque matériel est personnel, non mais adapté, parce qu'il y a des calibres qui sont différents, les techniques sont différentes. Parce que sur un malade intubé, c'est pareil, poser une sonde gastrique, c'est beaucoup plus facile, parce qu'il dort, et c'est sédatif que sur un enfant qui lui est en train de dire qu'est-ce qu'elle est en train de me faire cette dame. Et l'information, parce que, bien évidemment, alors ça c'est sur de la formation et l'information. Nous, on est là pour vous donner des cours et puis les profs vous donnent des cours par rapport à cette sensibilisation pour que vous soyez le moins possible touchés par les accidents d'exposition. Il faut savoir que de toute façon, tout professionnel, dans sa carrière, aura un contact, aura un AVC. Si vous n'en avez jamais eu, bravo. La mise en place d'un dispositif de prise en charge des AES, je vais vous le montrer tout à l'heure. L'interprétation des données, c'est-à-dire qu'au service de santé au travail, nous recevons tous les accidents d'exposition au sang qui se passent à l'hôpital. Et donc, nous, après, on voit systématiquement où on appelle, parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir les agents. On fait ce qu'on appelle les enquêtes d'accidents d'exposition au sang. Quand vous, étudiants, vous êtes en contact, systématiquement, vous faites votre déclaration et ça passe par l'IFSI, qui nous renvoie comme quoi vous avez été en contact avec vous avez eu un accident d'exposition, qui est un accident du travail. C'est-à-dire que la prise en charge est faite par l'IFSI et l'hôpital, ou l'employeur sur lequel vous travaillerez après. Alors sur le terrain, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais normalement, il faut faire aussi vos déclarations d'accident d'exposition au sang. On mène une enquête, c'est-à-dire que ça nous permet de savoir, en fonction du patient source, et vous, victime, votre statut sérologique, bien évidemment. Ça permet de savoir le patient source, s'il a une séropositivité ou s'il y a quelque chose de particulier. Et ça nous permet de savoir combien d'agents ont eu d'accidents d'exposition au sang dans l'hôpital. Sachant que, sur les chiffres que je vais vous montrer, je pense qu'il n'y a même pas la moitié des agents qui déclarent leurs accidents d'exposition au sang. Parce qu'ils considèrent, ou leur entourage considère, que ce n'est pas un accident d'exposition au sang. Ou souvent, je n'ai pas le temps de le faire. Parce que ça demande une prise en charge derrière. Parce qu'il faut se faire surveiller, il faut aller à la médecine infectieuse sur des horaires particuliers, il faut aller, ou sinon il faut aller aux urgences. Et aux urgences, vous savez qu'en ce moment, et comme depuis des années, le temps est très très long pour être vu, surtout pour un accident d'exposition au sang, puisqu'ils entre guillemets ne considèrent pas forcément que c'est une urgence vitale, alors que c'est une urgence puisqu'il faut savoir s'il faut vous traiter ou pas. Délai 4 heures, minimum, maximum, pour être vu. Sachant qu'aux urgences, le temps d'attente pour être vu est beaucoup plus long. D'accord ?
passe à l'hôpital. D'accord. Donc par rapport à ça, c'est hyper important. Normalement, dans tous les services où vous irez, la première chose à demander, c'est de savoir où est l'enveloppe des accidents d'exposition au sang. Elle doit être disponible et accessible. Elle ne doit pas être sous clé dans le bureau de la cadre qui n'est pas là le week-end. Parce qu'évidemment, souvent les accidents d'exposition au sang, c'est soit très tôt le matin, soit en fin d'après-midi quand elle est partie, et le week-end. D'accord. Une des premières choses à demander, où se trouve l'enveloppe des accidents d'exposition au sang? C'est une enveloppe grave, et dessus en rouge c'est marqué AES. Et à l'intérieur, vous avez toute la procédure. D'accord. Et donc nous, ça nous permet de savoir combien il y a d'agents qui ont eu un accident d'exposition au sang. Nous, on fait l'enquête. Donc on pose et ça permet de savoir ce qui s'est passé. Et ça a permis, ces enquêtes, d'améliorer les conditions de travail et le matériel. Maintenant, vous connaissez les cathlons rétractables, les aiguilles sécurisées, le port de gants. Alors, je vais paraître un petit peu vieille, mais ça fait 40 ans. Moi, à l'époque, ça n'existait pas. Parce qu'il n'y avait pas de HIV. Moi, quand je rêvais, c'était à la seringue avec le tube. Ça était en goutte à goutte. Alors que vous, maintenant, c'est directement avec la pompeuse. Donc voilà, ça a permis d'améliorer les conditions de travail. Oula, il y a un grand blanc là. Et l'évaluation des actions entreprises. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit, ça a permis d'améliorer les conditions du matériel. D'accord? Le matériel sécurisé, vous avez une question? Oui. 4 heures maximum. Alors, le matériel sécurisé qui est utilisé à l'hôpital. Vous en connaissez? Ouais. Les aiguilles de prélèvement. Alors, vous appelez ça des pivoteurs. C'est la main. Alors ça, c'est utilisé beaucoup en pédiatrie pour les piquets et pour les personnes âgées pour faire des cartes sous-cutanées. En fait, ici, quand on appuie, il y a un petit ressort. Ce qui fait que dès qu'on a fini de piquer, tac, on appuie et ça permet que l'aiguille se rétracte. Et normalement, ici, on met une clip. Comme ça, c'est beaucoup plus facile si on doit mettre une clip, vous savez. Un réservoir. C'est un petit réservoir blanc en fait qu'on met ici, qu'on glisse. D'accord? Et bien évidemment, les élégants systématiques. Donc ça, c'est le premier type de matériel. Il y en a différents. Des exemples que ma collègue a mis. Ça, la cuve. Prélèvement veineux et artériel. Ça, vous connaissez? Vous avez déjà essayé ou pas? Non. Vous êtes des bébés? Des grands bébés, des bébés. Il y a des aides-soignants, il y a des gens de promotion professionnelle? Oui. Ouais. Ça, vous connaissez? Donc, bien évidemment, après, ça, c'est une aiguille. Donc, on finit le prélèvement et systématiquement, on recoupe. On ne met pas l'aiguille comme ça dans le lassis, dans la voiture. Systématiquement, on reclique pour bien recapuchonner et éviter tout risque de contamination. Alors que ce soit en veineux ou en artériel. Alors les gazos, j'en prends pas tout de suite, hein, mais aux urgences, on en fait régulièrement. Les tests électroniques, les autopiqueurs, capillaires. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve systématiquement sur les tables, sur les chariots, sur les plateaux, dans les sacs poubelles, par terre et dans les lits. Ça, c'est régulier. Alors des fois, ils sont bien rétractés et des fois, ils ne sont pas bien rétractés. Et c'est là souvent qu'on switch. Okay.
Normalement, c'est du matériel sécurisé, ce qui fait qu'il y a un ressort quand on pique, normalement, voilà, et ça revient. Mais des fois, il y a des soucis. Donc, systématiquement, bien revérifier, comme le chirurgien en bloc. Hein. Il compte le nombre de pinces, il compte le nombre de contacts qu'il a utilisé. Il est censé en fait. Insuline. Alors, ça s'utilise encore pas mal. Maintenant, c'est vrai que les gens ont pas mal de pompes. Donc, c'est quand même un petit peu plus sécurisé. Mais il y a encore des gens qui sont sous insuline. Vous avez déjà vu ce genre de matériel? Oui. Ouais. Donc, c'est pareil. Bien visser, bien piquer et bien attendre le pic. Pour vérifier qu'il soit bien rétracté. Ça, c'est plus, on l'utilise plus sur du libéral ou sur des patients qui sont à l'extérieur. Les petits cafés. Donc, vous piquez, vous enlevez, et quand le membrane s'enlève, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas très clair. Vous voyez quand même? Il y a un petit ressort qui se met ici. En fait, ça bloque le membrane, ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de contact. C'est automatique. Vous piquez, vous retirez, et en fait, le petit ressort, on fait ressortir une petite bague ici pour que ça soit sécurisé. Ce qui fait que, si par malheur, vous n'avez pas le temps de remettre votre membrane, le membrane, c'est ça. Si vous remettez le membrane à côté de vous, si quelqu'un vient par inadvertance, soit vous aider, soit normalement, vous n'êtes pas censé vous piquer. C'est bien normal. C'est ça, de toute façon, c'est ce qui reste dans la veine, c'est qu'il y a des verres, et ça, c'est flexible. Ok? Des questions? Alors, calibre bleu, c'est un petit calibre. Ce qu'on appelle des petits calibres. Vous savez qu'il y a du G22, 24, c'est en fonction. Donc ça, c'est petit calibre. Le plus gros, on va... Alors, souvent, en pédiatrie, on fait du bleu, rose, jaune. Et après, on augmente du vert, du gris, du orange. Ça commence à être un peu plus difficile. Mais on peut vous demander... Alors, ils ne sont pas tous de la même façon. Chaque service aussi a différent parce qu'il y en a qui veulent avoir des prolongateurs derrière, par exemple comme ceux de pédiatrie. Et ce que je vous ai montré, les catheters sont faits de la même façon, c'est-à-dire que le tuyau est beaucoup plus long, le flexible derrière. Je ne peux pas retourner en arrière, sinon ça arrête tout. Mais le flexible est beaucoup plus long, comme ça l'enfant peut bouger son bras. Au niveau de la fixation, c'est beaucoup plus simple. Alors que là, il faut mettre un prolongateur de régime, alors qu'en pédiatrie, on fait ce genre de choses, mais flexible et plus long. Les bons gestes, recapuchonner bien évidemment. Non, je plaisante. Mais on le voit régulièrement. Parce que souvent le chariot, on l'a laissé dans le couloir, on est rentré faire une injection, on a désinfecté, on pique, ah, le chariot est dehors. Donc pour éviter que quelqu'un d'autre, eh ben, on recapuchonne et on le fait dans la précipitation. Donc, on ne recapuchonne jamais, 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 jamais. Alors je le dis, mais jamais. Tu sais, c'est tout ce qui est anticoagulant. Donc la fragmine, de toute façon, vous avez le clic quand vous avez décapsulé. Et là, c'est pareil, vous avez le clic comme pour les seringues à insuline. Le clic se fait automatiquement, vous cliquez et claquez un ressort. C'est pour ça qu'on a fait les enquêtes accidents d'exposition au sang, pour améliorer tout ce matériel. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Nous, on les préparait, nos seringues à insuline, on avait l'insuline, on les préparait, et après, on allait piquer. C'est-à-dire que c'était en 3 parties. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on veut vous voir systématiquement pour savoir comment est arrivé l'accident. Pour pouvoir améliorer les conditions de travail et vos conditions de travail pour éviter tout risque.
de la gazo. Parce qu'après, la gazo, c'est du labo, il faut que ça passe dans le laboratoire. Donc, première partie, la seringue entière, vous allez piquer, d'accord? Donc vous décapsulez. Une fois que vous avez fait votre prélèvement parallèle, alors souvent, c'est sur l'artère radiale. Vous la connaissez, vous l'avez déjà prise? Bon, après on fait sur le fémoral, c'est quand même plus médical, mais sur l'artère radiale, voilà, vous faites votre prélèvement. Alors, une bonne désinfection et une bonne compression sur une artère. Et après, sinon vous allez avoir un gros bleu, la situation ne va pas être. Donc vous piquez. Et une fois que vous avez piqué, surtout vous recalculez. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous désadaptiez votre seringue. Donc, pour pouvoir après passer cette seringue dans une machine qui va vous donner tous les pH pour savoir adapter l'oxygène de votre patient. C'est compliqué d'être ce que je vous dis. Vous le verrez de toute façon quand vous allez passer dans les services. Voilà. C'est le type de matériel que vous êtes susceptible. Un jour, on vous dira, c'est les couloirs sont longs à l'hôpital. Est-ce que tu peux aller passer, voir comment se fait la machine pour la gazo? Donc, vous ne le ferez pas parce que c'est vraiment juste un. Mais voilà, vous aurez ces trois étapes par rapport à la gazométrie. Des questions? Les aiguilles de Huber, vous connaissez? Ça sert à quoi? Ouais. Oui, c'est ça. Moi, je suis pas très payant encore, c'est bon. J'en ai jamais fait. Mais voilà, ça permet aussi qu'elle soit bien sécurisée. Quand on pique, voilà, vous avez l'équipe de sécurité, souvent les portes à 4, voilà, sont là. D'accord? Tout ce qui est chimiothérapie, parce que bien évidemment, on passe les chimios, mais on peut aussi passer l'antibiothérapie, on fait plein de choses par rapport à ça. Toujours bien préparer et anticiper son matériel. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Souvent, le chariot, il reste à l'extérieur. Donc, préparez votre petit plateau avec tout ce qu'il vous faut. Parce que ça, je ne sais pas si on a encore des plateaux comme ça. Oui. Ouais, ça, c'est mieux. Parce que sinon, déjà, vous mélangez du propre avec du sale. D'accord? Alors que là, vous avez des compartiments propres, compartiments sales. Ok. Et la dasserie là-dessus, elles ne sont pas forcément. Ok. Donc, systématiquement, la boîte à dasserie. Et une boîte à dasserie, il y a une péremption, c'est-à-dire que normalement, quand il est ouvert, on doit mettre une date d'ouverture, donc on sait quand est-ce qu'il doit se fermer. Et surtout, quand on jette, on vérifie la dernière personne qui a utilisé la boîte, si la boîte n'est pas pleine, parce que la prochaine qui va rentrer l'aiguille ou le matériel, elle risque de se piquer. D'accord? Donc, changer les boîtes de dasserie régulièrement. Pour éviter tout risque de contamination. Parce que là, on ne saura pas qui est le patient source. Une boîte à dasserie, ça peut être 5 ou 6 personnes, voire plus. Par exemple, quand on fait les vaccinations, là, des fois, il peut y avoir 30 ou 40 seringues à l'intérieur. Donc, qui est le patient source? Impossible de savoir. Ce qui veut dire que là, il faut qu'on fasse un grand dépistage. D'accord, par rapport à vous, puisque là, on aura un patient source inconnu, donc vous serez dépisté et suivi encore plus. Là, je vous ai parlé tout à l'heure des enquêtes qu'on faisait, des enquêtes statistiques pour savoir. Il faut savoir qu'entre 2019 et 2024, on a vu une légère baisse sur 2021-2020. Quelle époque? Exactement. Donc, moins d'agents, des patients, évidemment, mais beaucoup moins de déclarations puisque les gens faisaient 2 fois plus attention. On l'a remarqué, alors c'est tout bête, mais avec le manugel. Flacon de manugel, sur la période Covid, durait 24-48 heures.
Maintenant, le flacon peut durer 15 jours. Ce qui veut dire qu'au niveau hygiène des mains, il y a un grand laisser-aller. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça pour des professionnels de santé. Mais oui. On voit dans les chiffres, on voit dans les stats, on voit dans les commandes de pharmacie. Parce que tout est référencé, tout est pisté avec l'informatique. 2019, donc 159 accidents d'exposition déclarés, c'est ce que je vous ai dit. Que déclarés. Mais on sait que, moi je pense, c'est mon avis, que c'est pas la moitié des accidents qui ont été déclarés. Après, on voit, là, légère baisse. Par contre, 2024, 165. On voit que ça recommence. Pourquoi? Parce qu'il y a une charge de travail qui est aussi importante. Les gens font moins attention. Et il y a beaucoup de personnes, de nouveaux professionnels de santé. Et ça, c'est aussi à vous de faire attention. D'accord? Alors, je ne veux pas vous incriminer, mais faites attention. « 2024. Donc, évidemment, le personnel le plus impacté, les infirmières. On est d'accord? 24 étudiants infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de pair. Parmi tous ces 24, 15 étudiants infirmiers. Première, deuxième, troisième année. Là, sur le début de l'année, depuis février, étudiants infirmiers, je crois que je dois en avoir 3 ou 4 déjà. Étudiants infirmiers. Et pourtant, on vous fait des cours. On vous donne tous les moyens. On vous dit ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire. Et pourtant, je vous vois. Ou je vous ai au téléphone. Donc, attention. Parce que vous pouvez être en contact avec un patient HIV, hépatite B, hépatite C. Donc, si on vous donne un cours sur les moyens de prévention, les précautions, ce n'est pas du luxe. D'accord. Les internes, les étudiants en médecine, parce que eux sont comme vous, ils sont pris dans les cours, dans le stress. En plus, eux, ils sont futurs médecins, donc ils y vont. Alors souvent, ce sont les internes des urgences somato, parce qu'ils sont vraiment en contact le plus proche par tout ce qui est liquide biologique, parce que les dentaires sont au niveau de la bouche, et ça postillonne, et puis ils se font mordre par le patient. Et au bloc, beaucoup de chirurgiens, beaucoup d'internes en chirurgie, parce que comme ils sont entre guillemets la petite main, quand on passe le matériel de main à la main, des fois il y a un faux geste. Et puis voilà, ça arrive. Les aides-soignantes et les auxiliaires de puériculture, alors souvent, elles, c'est plus, alors tous les matériels qui traînent, mais tout ce qui est accident de liquide biologique, sel, urine, crachat, c'est souvent ça. Auxiliaire de puère, c'est tout ce qui est vomissement, parce que vomissement manger, des fois on n'a pas le temps de faire. Il faut se dégager. D'accord. Les selles, c'est pareil chez les enfants, parce que les diarrhées, ça va très vite. Les aides-soignantes en hépato-gastro, beaucoup, aux urgences, dans tous les services, mais voilà, particulièrement. Les sages-femmes, c'est quoi le risque le plus particulier chez les sages-femmes par rapport aux accidents d'exposition au sang? Ouais. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi la touchante? Avec les projections de sang. Ouais, c'est ça en fait. Au moment de l'expulsion du bébé, des fois il y a des grandes projections parce que ne peuvent pas contrôler les mamans. Et en fait, la sage-femme, elle est juste devant, juste en face. Et 2 déclarations. Vous pensez qu'il n'y a que 2 sages-femmes qui ont des projections? Moi je pense ça. Donc c'est ce que je vous ai dit. Je pense qu'il n'y a pas la moitié des accidents d'exposition des projections de liquide biologique qui sont déclarées. Soit elles sont dans leur... elles y vont, elles n'ont pas le temps. Et puis s'il faut attendre 4 heures aux urgences, ou voilà. Donc je pense que
y a plus que 2 sages-femmes qui ont des expositions au sang. Sachant qu'en plus, elles font le suivi derrière, que ce soit en gynéco et chez les enfants, puisqu'elles font du tri, elles font plein de choses derrière. Les manipulateurs radio, parce qu'ils posent aussi des perfusions pour tout ce qui est au scanner, avec des injections. Les préparateurs en pharmacie, les techniciennes de labo avec tous les tubes qui sont mal fermés, qui sont cassés. C'est pour ça que maintenant il y a des boîtes avec des piluvars à l'intérieur, mais des fois c'est quand même à l'intérieur. Et les ASH, c'est ce que je vous ai dit. C'est tous les gens qui font le ménage et qui se retrouvent avec des compresses qui sont encore humides. On vient de leur demander de le nettoyer. Et il y a encore du sang, des aiguilles, des catéchines. Donc oui, étudiants infirmiers, 15. Et cette année, j'en ai déjà un certain nombre. Des questions par rapport à ça? Oui. 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 On me demandait si le liquide amniotique était considéré comme un liquide biologique, bien évidemment. Évidemment. D'ailleurs, les 3 modes de contamination de l'hépatite B, au moins 3. Oui. Par la salive. Oui, mais le plus important, le sang, on est d'accord? Il m'en manque au moins 2. Sexuellement. Oui, sexuellement transmissible, donc sang transmissible, sans relation sexuelle. Et la troisième? C'est par le placenta, non? Exactement. Voie fœto-maternelle, de la mère à l'enfant. Et ça, on n'y pense pas souvent. En fait, quand on fait les sérologies, on s'aperçoit, nous, à l'hôpital, qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont porteurs de l'hépatite B quand on vous fait la détection en tant que victime. Et donc, on est obligé de vous voir en vous disant, parce qu'on n'annonce jamais au téléphone, en vous disant, il faut qu'on vous voit. Et là, quand on vous dit que vous êtes porteur de la maladie hépatite B, et en fait, la plupart du temps, c'est par voie fœto-maternelle. Parce qu'on vous fait faire la sérologie hépatite B, on vous fait faire les anticorps anti-HBS, mais on ne vous fait pas les antigènes. Donc c'est que vous êtes malade, mais on ne vous fait pas non plus les anticorps anti-HBS pour savoir si vous avez été en contact ou pas. Et c'est nous, quand on vous fait la sérologie par rapport à une contamination, c'est là qu'on vous dit « Ah !» Et là, des fois, c'est compliqué. Vous n'êtes pas malade, mais vous avez la maladie. D'accord? Les coupures, c'est ce que je vous ai dit. La rasoir, les projections, donc on a dit le liquide amniotique. Alors, il n'y a pas que ça, mais les crachats, les selles. Les griffures et les morsures. Alors, cette année, on pourra changer parce que ça commence à augmenter. Les griffures et les morsures. Griffuration par les patients. Morsures aussi. Les gens avec des belles marques. Donc c'est ce que je vous ai un peu raconté aussi tout à l'heure, les mécanismes, la manipulation des aiguilles, mauvaise utilisation, ce que je vous ai dit, découper, recapuchonner, le débarrassage des instruments souillés pour les éliminer, le recapuchonnage, la manipulation des conteneurs. Alors des fois c'est même traversant, des fois il y a même, on a bien placé, voilà, et la projection de sang. Par rapport à toutes les enquêtes et les sérologies qu'on a fait aux patients sources, il faut savoir que, ça c'est les derniers chiffres qu'on vient de sortir sur 2024, 5 patients étaient porteurs du VIH. 5 étaient porteurs, 1 était porteur du VIH et 1 du VIH. Donc 5 porteurs du VIH.
C'est quand même important, ce qui veut dire qu'il y a au moins 5 agents qui ont été traités pendant 28 jours, avec des sérologies régulières, à 6 semaines et à 3 mois, minimum, avec tous les risques que ça peut engendrer et toutes les conséquences psychologiques. Je sais que mon patient est HIV+. Et ben, je peux vous dire que des fois, on ne dort pas forcément bien quand on sait qu'on s'est piqué avec un patient HIV+. Je ne peux pas vous mettre du stress, mais c'est toujours un peu angoissant. C'est pour ça qu'on attend toujours après pour savoir s'ils sont détectables ou pas. Et les 11 patients sources non identifiés, c'est ce que je vous ai dit, c'est quand par exemple c'est dans un sac poubelle, ou quand c'est dans un container, ou dans des draps que la personne a défait. Ben ça c'est du patient source non identifié. Donc là c'est pareil, précaution d'usage, suivi obligatoire. Et parmi tout ça, 8 agents de l'hôpital ont été traités contre le VIH. Mais jamais très long. D'accord? Donc 28 jours, médecine infectieuse avec un suivi régulier. Le protocole de l'hôpital, si vous travaillez à l'hôpital. Enveloppe AES, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, personnel concerné, tout le personnel, il n'y a pas que les soignants. Il y a aussi des agents administratifs, les agents qui travaillent en cuisine, voilà, parce que ça peut arriver, les agents plateaux. L'objectif, c'est assurer les premiers soins. Comme à tout hôpital, toute organisation, voilà, c'est les premiers soins. Assurer une prise en charge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les urgences, médecine infectieuse. D'accord. Analyser le risque de façon précoce dans les 4 premières heures, systématiquement. Médecine infectieuse du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Et vous reçoit sur ce cadre-là, hors cadre, jour férié, samedi, dimanche, nuit, les urgences. Pour mettre en place, le cas échéant, la prophylaxie efficace, donc le traitement préventif, et organiser le suivi des victimes. Les victimes, c'est vous. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que je vous ai posé comme question. Les premiers gestes, nettoyer et désinfecter. Nettoyer au savon. Pas besoin de mettre de l'alcool, ce genre de choses, ça ne sert strictement à rien. L'alcool n'étant que bactéricide, étant un bactériostatique et pas bactéricide. Nettoyer à l'eau et au savon. Faire tremper dans le bassin. D'accord. C'est ce que je vous ai dit aussi. Obtenir le plus rapidement possible la sérologie du patient source par rapport au HIV, par rapport à la sérologie hépatite B et par rapport à la sérologie hépatite C. C'est pour ça que vous avez 4 heures pour voir en médecine infectieuse ou aux urgences pour avoir un avis médical en fonction de la sérologie du patient source, pour savoir s'il faut vous traiter. Décaler votre accident du travail. Il faut systématiquement décaler vos accidents. Et bien sûr, le suivi. C'est bon pour vous? Ma collègue a bien insisté, vous n'avez que 4 ans. Alors aux urgences, ils considèrent, parce que là, ils ont beaucoup de choses à faire, mais il faut que vous soyez vus dans les 4 ans. Alors là, on passe sur du rébarbatif un petit peu, mais on est obligé de bien déclarer l'accident du travail à votre employeur. Ici, c'est l'IFSI, votre employeur. Si vous êtes, j'ai eu des gens dans des maisons de retraite privées.
Alors, pour la prise de sang, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que vous ayez un médecin sur place qui vous fasse une ordonnance, que vous trouviez quelqu'un qui vous fasse la prise de sang. Et comme des fois, c'est un peu compliqué, si le médecin n'a pas mis l'accident du travail, vous êtes obligé d'avancer l'argent pour la prise de sang. C'est un accident du travail, vous n'avez pas de frais à avancer. Donc, systématiquement, bien prévenir l'IFSI qui vous enverra les papiers pour que vous ayez votre prise de sang. Voilà, bénéficier accès aux soins et aux droits de la protection sociale. Accident du travail pris en charge à 100%. Le certificat médical initial, puisque c'est un accident du travail. Donc, sur un arrêt maladie, vous avez un feuille orange, arrêt, pas d'arrêt. Accident du travail, il y a marqué initial, prolongation, finale. Donc là, c'est un certificat médical initial. Enquête de l'accident à la santé au travail, par nous, puisque nous, systématiquement, le labo, parce que c'est un feuillet particulier, nous envoie la déclaration d'accident du travail avec les sérologies de la victime et du patient source. Et nous, on vous recontacte. Alors, il y a des étudiants qui ne répondent jamais à nos appels. Donc, ils ne savent pas si leur patient source ou s'ils doivent être traités. Après, c'est à vous, c'est les écrits. Si on vous laisse un message, répondez-nous. Nous sommes joignables tous les jours de la semaine. Donc, on vous dit, voilà, vous avez été victime d'un accident d'exposition au sang. Est-ce que vous pourriez nous rappeler? On vous donne vos coordonnées. Sinon, on fait l'enquête directement au téléphone. Ça dure 5 minutes, mais au moins on sait. Pour savoir par rapport à la prophylaxie. D'accord? L'accident, le suivi clinique, parce qu'en fonction de sérologie, on vous fera un suivi proche ou un suivi, pas de suivi du tout. Si toutes les sérologies sont négatives, s'il n'y a aucun risque, il n'y aura pas de suivi. On vérifiera vos sérologies, puisqu'on saura si vous êtes immunisé contre l'hépatite B ou pas. Et analyser l'ensemble des circonstances. Alors, c'est pas pour savoir si vous avez fait une faute ou pas, mais savoir ce qui s'est passé. Ce qui nous permet, nous, après, d'avancer dans les recommandations. L'enveloppe, ce que je vous ai dit, enveloppe graphique, accident d'exposition au sang, savoir où elle se trouve dès que vous arrivez dans un service, n'importe quel. Le protocole est affiché dans tous les services. Elle contient toutes les ordonnances de la première prise de sang. D'accord? Parce que c'est des ordonnances spécifiques et des études spécifiques qui existent dans les services, mais voilà, ça vous dit c'est un tube vert, un tube jaune, un tube rouge, un tube violet. Parce que des fois on vous dit c'est un tube DTA. Bah, mais c'est quoi un tube DTA? Donc là, on spécifie même les couleurs. Voilà ce que vous avez à l'intérieur de l'arrêt. Le certificat médical initial, le violet. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Initial, prolongation, rechute, finale. Systématiquement initial. À compléter ici et à renvoyer. Alors, ici, on marquera que c'est un accident d'exposition au sang. Parce que c'est un accident du travail. Des fois, ce n'est pas rempli. Ce n'est pas une obligation, puisque la sécurité sociale n'est pas censée savoir, comme sur votre employeur n'est pas censé savoir les causes de votre accident. Voilà, c'est très particulier. Sur les accidents du travail, on marque ce que c'est. Sur les accidents, sur les arrêts maladie, on ne marque pas forcément. Ça, c'est vraiment spécifique à l'hôpital. C'est pour savoir si ça rentre bien dans le cadre d'un accident du travail, sur votre créneau horaire. Vous faites 8-20, vous vous êtes piqué à 6h30. Pourquoi? Et là, il peut y avoir une enquête de la part de la direction qui dit mais c'est pas du tout dans votre créneau horaire. Donc ce n'est pas pris en accident du travail. Et là, vous ne serez pas pris en charge au niveau des frais. Il faut avoir une explication logique de savoir
pourquoi ce n'est pas entré dans votre créneau horaire. Parce que vous avez changé d'horaire, parce que vous avez été obligé de travailler de nuit, enfin voilà. Mais il faut une explication. Et il faut que les filles soient au courant. Donc nous, employeurs, on soit au courant. Et là, vous avez la procédure. Avec ce que je vous ai dit, les horaires entre la médecine infectieuse et les urgences. Les questions? On vous a agrandi. 9h-17h, médecine infectieuse avec les coordonnées. De 17h à 9h, week-end fermé, les urgences. D'accord? Avec toutes les glaces qui vont avec. Conclusion. Restez vigilant en toutes circonstances. Ne jamais travailler dans la précipitation. Rien ne respectez les précautions standards. Les gants, masques, bien se désinfecter les mains et toujours bien préparer son matériel. Utilisez le matériel de sécurité mis à disposition. Alors, à l'hôpital, il y en a. Dans certaines cliniques en libéral, des fois, ce n'est pas toujours évident au niveau du matériel de sécurité, puisque c'est l'infirmière libérale qui achète son matériel. Alors qu'à l'hôpital, on va dire qu'on engrange plus, on fait plus de gâchis, entre guillemets. Mais voilà, donc attention par rapport à ça. Les améliorations des conditions de travail, c'est ce que je vous ai dit par rapport aux enquêtes, nous, ça nous permet de savoir. Et encadrer rigoureusement les étudiants. Alors, on fait ce qu'on peut, on fait de notre mieux, mais avec la charge de travail, des fois, c'est pas toujours évident. Alors, en santé au travail, on va dire que nous, on est un petit service. Alors, nous, on fait beaucoup de prises de sang, ce qui ne paraît pas, mais on en fait beaucoup, puisque nous, on fait tout ce qui est détection des quantiférons. Ah, quantiférons. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Quantiférons. Marqueur de la tuberculose. Vous êtes tous normalement, vous avez tous eu le BCG. C'est normal. Vaccination qui protège à 50%. Maintenant, c'est réglementaire. Tout agent qui travaille à l'hôpital, hormis la sérologie hépatite, enfin, la vaccination hépatite B, on fait tout ce qu'on a fait. On fait un quantiféron, le marqueur de la tuberculose. On vérifie si vous avez été en contact avec des particules de tuberculose. Bon, là, je m'éloigne un petit peu, mais voilà, ça fait partie de notre travail. Et on vérifie si vous avez ce genre de pathologie, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la tuberculose sans l'avoir déclaré. Et ça, on le fait systématiquement à tous les agents qui viennent travailler à l'hôpital, avec des suivis réguliers pour des gens qui travaillent dans les services à risque. Alors, il y en a une dizaine dans le service à risque. La radio, les urgences, la pneumo, médecine infectieuse, les brancardiers, la prison, puisqu'on travaille aussi à la prison. Ça intéresse personne la prison? Si. Voilà. Donc nous on fait beaucoup de détection par rapport à ça. La sérologie hépatite B, parce que les gens sont vaccinés mais ils ne savent pas s'ils ont une immunité. On fait des grandes campagnes de vaccination. Donc toutes ces vaccinations B, on ne fait pas du tout le Covid, donc on pique régulièrement, en plus des entretiens. D'accord? Et puis par rapport à tout ça, voilà, on vous donne des cours, bien évidemment, on vous explique les risques professionnels et tout ce qui peut en découler par rapport sur votre carrière. Voilà. Des questions particulières? J'ai l'impression que la conférence, c'est une fois ou sur là. Alors, bon, c'est autre chose par rapport aux vaccination d'exposition. Le quantiférant, c'est renouvelable. C'est-à-dire qu'on le fait une première fois, ce qu'on appelle un T0. D'accord? Et après, en fonction du service où vous travaillez, il y a un suivi régulier. En médecine du travail, on a des visites normalement régulières. Sachant que, comment vous dire, visite réglementaire, une fois tous les 5 ans, visite périodique.
Service de santé au travail, nous sommes 2 infirmières de santé au travail pour 5 000 agents. Donc c'est un petit peu compliqué. Moi je m'en vais. Donc il ne reste pas qu'une seule infirmière. Là il y a une infirmière qui est en cours de formation. Donc une infirmière pour 5 000, je peux vous dire que c'est un petit peu compliqué. Parce qu'il y a les accidents d'exposition au sang, mais il y a le reste. D'accord? Donc, on essaye de surveiller, on est dans l'obligation normalement de surveiller tous les agents, c'est ce que je vous ai dit, qui sont dans des services actifs. Donc, on est censé les voir tous les jours. Et là, on refait des quantifications pour savoir si ça se modifie. Et si un jour ça se modifie, on peut déclarer une maladie professionnelle. C'est-à-dire que si vous tombez malade, eh bien c'est l'hôpital qui prend en charge vos arrêts et votre traitement. Je simplifie. Un entretien de santé au travail, c'est 1 heure, voire 1h30, puisqu'on refait tous les appareils, puisqu'on revoit tous vos risques potentiels. Je ne sais pas si vous avez eu le cours sur tous vos risques. Non, je ne vais pas. Je ne penserai pas, mais voilà, tous les risques que vous pouvez avoir à l'hôpital en travaillant à l'hôpital. Et ça, c'est vraiment le risque majeur. D'accord? Les accidents d'exposition sans le liquide biologique. J'englobe. D'accord? Voilà. Sinon, petite aparté sur le service de santé au travail. Je vous ai dit qu'on était 2 infirmières. Il y a un cadre qui normalement fait la consultation, fait aussi la consultation. Le cas échéant, vous pouvez aussi venir nous voir sans passer par votre hiérarchie, puisque nous sommes sur une équipe pluridisciplinaire. Donc je vous ai dit qu'on avait 2 médecins. Un médecin qui est chef de service et un médecin collaborateur qui n'a pas les mêmes prérogatives, mais sont également à votre disposition. Et certains d'entre vous, sur les années passées, sont venus. Vous avez une psychologue clinicienne, une psychologue du travail. Psychologue clinicienne, elle fait de l'individuel, parce qu'on sait que c'est pas facile. On vous demande beaucoup de choses. Et des fois, dans les services, ça ne se passe pas très bien. Donc, elle est là pour vous accompagner. Une psychologue du travail, qui est là aussi pour faire de la consultation, mais de groupe. Une neuropsy, pour tous les gens qui ont des troubles de mémoire, des troubles de concentration. Elle est là pour vous aider. Vous avez une ergonome, alors peut-être un petit peu moins pour vous, mais quoique. Voilà. Donc, tous ces acteurs de la prévention sont là aussi pour les étudiants infirmiers. Ils ne sont pas là que pour les professionnels, mais aussi pour vous. Parce que nous, on a eu des étudiants qui sont venus pour des stages, ou parce que il y a des moments, c'est compliqué, et on se demande si on a choisi la bonne voie, ou si voilà, la fatigue entraînant. Oui. Et comment est-ce que vous allez vous contacter? Vous nous appelez directement au service de santé au travail. Tout ce qui se dit au service de santé au travail est confidentiel. C'est-à-dire que l'IFI n'est pas au courant. Si vous prenez rendez-vous avec nous, et la direction non plus. C'est un dialogue entre vous, moi, et je peux faire des alertes par rapport à mon médecin. Et ça, c'est important pour nous. Parce que vous allez être en contact avec la vie, mais avec la mort, avec la maladie et la souffrance. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un beau métier, mais il est là toujours comme ça. Avec des horaires. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler en 10 heures. Mais c'est compliqué de travailler en 10 heures. Sans qu'on a plusieurs cours, sauf qu'on les revenir souvent trop. Voilà, mais voilà, ça fait partie aussi des services en 12 heures, des services alternants en journée. Il y a des gens qui ont plus de mal à s'adapter au travail dans l'alternance ou à travailler à côté. Donc il ne faut pas hésiter à le comprendre. Après, s'il y a des questions individuelles, je peux répondre à l'individuel en aparté. Des questions?
Une heure. Ça vous arrange? Bien. Est-ce qu'un étudiant peut aller chercher un prof pour dire que j'ai fini? Avant de sortir. Il faut terminer l'enregistrement. Je fais comment? Ah, c'est ça?